Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 4 septembre 2025, c'est notre bulletin numéro 254 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Nous aurons la semaine prochaine notre conférence privée pour nos sponsors. Voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous bien entendu à Géopolitique Profonde. En plus, dans le numéro du mois de septembre, eh bien, il y a mon article sur le MH17, le père de tous les mensonges. Donc ne vous privez pas de cette excellente lecture. Ce qui nous a plu cette semaine, eh bien, c'est une vidéo du canal History Legend. Alors, je ne sais pas s'il y a une version française. Je crois qu'avec YouTube, maintenant, on peut cliquer et générer des sous-titres ou quasiment doubler la voix. Mais donc, c'est une bonne chaîne, en fait, qui est en anglais. C'est pour ça que je la cite pas très souvent, puisque tout le monde ne parle pas anglais parmi les gens qui m'écoutent. Mais là, il y a vraiment un bon numéro sur le passage de l'armée ukrainienne, de la brigade, en fait, au corps d'armée. Et ça confirme ce que je supposais, j'en avais également parlé avec Sylvain Ferreira, c'est-à-dire que le passage au corps d'armée est, à mon avis, purement administratif, purement symbolique. Il s'agit avant tout de regrouper dans 2 corps d'armée, donc a priori, de ce qu'on sait, ce serait 2 fois 10 000 hommes, eh bien, les unités les plus radicalisées pour leur permettre de faire du maintien de l'ordre à l'avenir. Donc c'est pas exactement ce que dit l'auteur de History Legend, mais en gros ce qu'il explique, c'est que on est loin d'observer depuis cette annonce du passage à la formation en corps d'armée le fonctionnement comme un corps d'armée. C'est-à-dire que qu'est-ce que permet un corps d'armée? La brigade, en gros, c'est 2000 hommes, le corps d'armée, c'est 10 000 hommes, donc vous avez un état-major qui dispose de beaucoup plus de souplesse et pour faire des concentrations de force bien plus importantes pour organiser le champ de bataille. Le niveau brigade a montré rapidement ses limites. Les Russes sont très rapidement passés du groupement tactique, effectivement, à de nouveau une organisation beaucoup plus traditionnelle sur le modèle du corps d'armée, de l'armée, et effectivement, quand on le voit sur le terrain, ça fonctionne bien mieux. Voilà, vidéo assez intéressante. Si vous parlez anglais aussi, des sous-titres sont automatiquement générés, eh bien, n'hésitez pas à la regarder. Économie maintenant, et avant tout, évidemment, investissez en Russie. Donc, on vous propose toujours nos services sur Divergence Service, et en description de cette vidéo. J'ai le plaisir de rencontrer 3 de nos visiteurs. Donc, c'était mercredi, et a priori, il y en a encore toute une fournée qui arrive mercredi prochain. Donc, voilà. Profitez-en, venez en Russie, vous voyez comment ça se passe, ouvrez un compte, et puis après, libre à vous d'aller plus loin ou de vous en tenir là. Je reviens sur un sujet que j'avais rapidement abordé, c'était la propagande qui est faite sur l'augmentation du prix des carburants, les queues devant les stations-service. Alors donc quand on regarde les médias de grand chemin, on a l'impression que la Russie n'a plus d'essence, n'a plus de diesel, plus quoi que ce soit. Et le but aussi, c'est de nous convaincre que ce sont les frappes magiques des Otanokieviens sur les raffineries russes qui vont entraîner, en fait, qui entraînent cette pénurie d'essence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les frappes sur les raffineries n'arrangent pas les choses, mais ce manque d'essence, il est saisonnier. Et si vous vous en souvenez, on en avait parlé l'année dernière, c'est également arrivé en 2022, et c'est arrivé en 2021. Voilà, là à l'époque où il n'y avait pas encore l'opération militaire spéciale. La première raison, c'est que les producteurs de carburant, donc ceux qui détiennent les raffineries en Russie, eh bien, ils préfèrent vendre leur carburant à l'étranger parce qu'ils le vendent plus cher. Donc, ce qu'a fait le gouvernement russe, il l'a fait le 31 juillet, je crois, c'est ce qu'il a fait l'année dernière, c'est ce qu'il a dû faire en 2022, mais j'ai pas retrouvé, et c'est ce qu'il a fait en 2021. C'est-à-dire qu'il va interdire aux raffineries d'exporter le carburant. Et donc ça va stabiliser les prix, non pas les faire baisser, parce que l'inflation ça redescend pas. Donc mais ça va permettre donc de contrôler la hausse des prix, et ça n'a absolument ou quasiment rien à voir avec les attaques contre les raffineries dans la profondeur. En revanche, là où ça va avoir des conséquences, c'est que le carburant russe qui était livré à l'export, eh bien, ne le sera plus. Et donc, les pays qui étaient acheteurs vont connaître, eux, une augmentation du prix du carburant. Quoi qu'il arrive, il faut quand même savoir raison garder. L'essence 95 en Russie est 3 fois moins cher qu'en France, et le diesel est 2 fois moins cher qu'en France. Donc c'est pas non plus la panique générale. D'ailleurs, je vous le dis honnêtement, à Moscou, dans la région de Moscou, on n'en a rien observé de terrible. Et oui, l'essence augmente, mais ça c'est comme ça, c'est la vie. Pour l'Ukraine, en revanche, l'hiver sera beaucoup plus difficile parce que, eh bien, elle manque de tout. Elle manque de gaz. Ça, c'est la faute de Zelensky, on l'a rappelé, puisque il a mis fin au transit du gaz russe par le territoire ukrainien le 1er janvier de cette année. Ça a permis, d'ailleurs, aux Russes d'utiliser le tuyau pour reprendre la région de Koursk. Et puis aux Russes de s'attaquer aux infrastructures gazières, puisque désormais elles ne leur servent plus à rien.
Kiev donc est contraint de continuer à acheter encore du gaz russe, mais cette fois il passe par Turkish Stream, Balkan Stream, et il le récupère par la Hongrie ou la Slovaquie. Mais il y avait également un autre réseau donc qui passe par la Roumanie et la Moldavie. Seulement le régime de Kiev a décidé d'arrêter parce qu'il coûte trop cher. Et oui, la solidarité des pays européens avec l'Ukraine a des limites, et donc la Roumanie et la Moldavie eh bien, veulent se faire un billet au passage, et donc ça coûte trop cher, même si Kiev évidemment est payé par l'Union européenne, c'est-à-dire par Nicolas, Helmut et Giuseppe, la France, l'Allemagne et l'Italie. Ajoutons que selon l'ancien ministre de l'énergie Yuri Prodan, donc qui s'est exprimé dans les médias ukrainiens, eh bien la moitié des réseaux électriques qui ont été touchés par les frappes russes n'ont pas été réparés. Et ça va pas aller en s'arrangeant, puisque Kiev est obligé, pour faire plaisir à ses sponsors anglais, français ou allemands, de frapper, encore une fois, des raffineries, des infrastructures énergétiques russes, ce qui ne fait quasiment rien, en fait, à l'économie russe, à la Russie en général, mais à chaque fois, les Russes ripostent 100 fois plus. Donc évidemment, la catastrophe est au bout, et c'est pas prêt de s'arranger. L'hiver 2025, que l'on annonce en plus particulièrement froid, risque d'être très compliqué pour les Ukrainiens. Économie russe maintenant, on a eu des annonces assez intéressantes de différents acteurs économiques russes sur la croissance cette année et sur les taux d'intérêt. On en a parlé, c'est quelque chose d'extrêmement important. La politique de la Banque centrale de Madame Nabiullina, à mon avis, est aberrante. Hein, des taux d'intérêt à plus de 20%. Alors maintenant, on a 18%, c'est un peu mieux, mais ça aide pas. Mais a priori, ce vers quoi on va, c'est un taux d'intérêt à la fin de l'année à 14%. Alors 12 aurait été mieux. Donc c'est d'ailleurs ce qu'a dit le président de la Sberbank. La Sberbank, c'est la plus grosse banque de Russie. L'État est actionnaire à 50%, en disant que précisément ça, c'est que on aurait un taux d'intérêt à 14% en décembre, mais que il faudrait rapidement qu'on passe à 12% et même en dessous. Mais a priori, donc la pression qui est mise par le ministère de Développement économique, par le ministère des Finances, finalement, commence à fonctionner, et la Banque centrale devient plus raisonnable. Les conséquences de ça, c'est que Reshetnikov, le ministre du Développement économique, a annoncé que le gouvernement russe prévoyait une croissance limitée à 1,5% au lieu de 2,5% prévu, sachant que le 1,5%, c'était quand même la prévision qui était la plus globalement partagée au début de l'année 2025. Voilà, le gouvernement russe vraisemblablement était trop optimiste, surtout avec les taux délirants de la Banque centrale qui avaient été mis en place par Madame Nabiullina. Économie toujours, et ça va avoir des conséquences sur la nôtre évidemment, cette annonce de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a annoncé triomphalement que l'Union européenne devait désormais 2 milliards de dollars aux États-Unis pour les armes qui sont achetées pour l'Ukraine. Alors des armes d'attaque, des armes de défense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, Nicolas, Helmut et Giuseppe vont payer pour ces armes qui vont être livrés à l'Ukraine et qui ne lui permettront pas de gagner la guerre, qui vont même sans doute, qui risquent d'aggraver les conséquences de la guerre, les conséquences territoriales, puisque plus on attendra pour faire la paix, plus les Russes seront gourmands. Mais ça, voilà, c'est le grand triomphe d'Emmanuel Macron, de Friedrich Merz et de Giorgia Meloni. La principale annonce économique de cette semaine, c'est évidemment la signature du mémorandum pour lancer la construction de Force de Sibérie numéro 2. Alors ça, je l'ai souligné pour ceux qui me suivent sur Twitter. Évidemment, Force de Sibérie numéro 2 était un projet qui devait arriver. On avait eu des articles, y compris dans la presse américaine, le New York Times, si je me souviens bien, il y a 1 an, il y a 2 ans, comme quoi ça se ferait pas, les Chinois n'en voulaient pas, ils étaient pas prêts à payer le prix, etc. Alors on avait entendu exactement le même discours sur Force de Sibérie numéro 1. Ça coûtera trop cher, les Russes vont se faire avoir, etc., etc. Bon, résultat, Force de Sibérie a été construit grâce aussi à la pression des Occidentaux, hein, puisque la décision a été prise en 2014, le gazoduc a été livré en 2029, et depuis, il fonctionne au maximum de ses capacités, 38 milliards de mètres cubes, et d'après ce que j'ai lu, eh bien, on pourrait même, en forçant, monter à 46 milliards de mètres cubes. Et les Chinois l'utilisent autant qu'ils peuvent, et ils consomment au-dessus des engagements qu'ils avaient pris
au début de cette construction. Ajoutons aussi que toutes ces constructions de gazoducs en Sibérie permettent d'amener du gaz dans des régions où elles y sont pas. Donc c'est aussi du développement du territoire. C'est pour ça que ceux qui raisonnent uniquement en disant oui mais avec l'argent que ça va coûter pour le construire, c'est pas rentable, etc. La question elle est pas là. C'est comme de construire une route. Si vous allez à Kaliningrad, les routes, elles sont magnifiques. Là, pour le coup, il y a quelque chose dont on peut être fier, c'est les autoroutes françaises. Sauf qu'à Kaliningrad, elles sont gratuites. Elles sont larges, confortables. Quand vous arrivez de Lituanie, vous avez l'impression de passer, bon, je dirais pas un pays du tiers-monde, mais d'un petit pays à un grand pays avec des grandes infrastructures routières. Donc c'est exactement la même chose qui se passe, c'est que c'est du développement du territoire. Mais qu'en plus, ça va rapporter de l'argent à la Russie. C'est un très mauvais coup, mais qui n'aura pas d'impact immédiat sur le gaz liquéfié américain, puisque effectivement ça va être un concurrent. Le gaz, l'avantage du gaz qui passe par gazoduc, c'est que le plus souvent ce sont des contrats à long terme, donc le prix est plus bas, plus stabilisé, c'est fiable. C'est pour ça qu'on avait fait Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Par rapport à ça aussi, point important, c'est que contrairement à Nord Stream 1 qui prenait ses réserves de gaz à un endroit et Force de Sibérie numéro 1 à un autre, cette fois, eh bien, Force de Sibérie numéro 2 prendra le gaz là où était censé le prendre Nord Stream 2. Donc, ça veut pas dire que si demain on rouvre le tuyau de Nord Stream 2 qui fonctionne encore, ça va pas marcher, mais globalement, les Russes ont une alternative, donc ça va être quelque chose qui va structurer la consommation de l'énergie de la Chine sur les dizaines d'années à venir, il faut bien le dire. Vladimir Poutine lui-même en a parlé. Donc on estime que avec les 38 milliards du premier gazoduc, plus les 50 milliards du futur gazoduc dont on imagine qu'il sera prêt dans 4 ans, donc les producteurs de gaz liquéfié américains ont 4 ans pour faire de l'argent, et bien plus aussi le fait que maintenant les Chinois prennent le gaz liquéfié transporté par méthanier. Hein, si vous vous souvenez, il y a Yamal LNG, donc il se trouve qu'il y a un projet auquel Total a investi, dans lequel Total a investi, et il y a un projet jumeau qui a été créé qui s'appelle Arctic LNG. Et là, eh bien, ce projet était, les Russes l'ont mené à bien, mais les méthaniers n'étaient acceptés dans aucun port, puisque contrairement au premier, donc Arctic LNG est sous les sanctions américaines. Sauf que là, les Chinois n'en ont plus rien à faire. Et donc désormais, les méthaniers russes, depuis plusieurs semaines, eh bien, ont commencé à accoster dans les ports chinois. Donc c'est un véritable virage économique auquel les médias de grand chemin, comme d'habitude, n'ont pas cru parce que c'est pas sérieux entre la Chine et la Russie. Il y en a un qui manipule l'autre. Non, la relation entre la Chine et la Russie est parfaitement équilibrée. Et je dirais même, elle est légèrement déséquilibré en faveur de la Russie, puisque la balance commerciale entre la Chine et la Russie est bénéfique à la Russie. C'est loin d'être le cas avec les autres partenaires économiques, à commencer par les États-Unis. Mais là aussi, en plus, c'est une vision occidentale des choses, c'est-à-dire que systématiquement, il faut du rapport de force, il faut qu'il y en ait un qui domine l'autre. Mais en Asie, et dans le monde qui est en train de se créer, eh bien, il peut y avoir un compromis. Il peut y avoir une relation qui soit autre qu'une relation de maître à esclave, de suzerain à vassal, mais une relation de partenariat. Et d'ailleurs, c'est un peu la nouvelle structure du nouvel ordre mondial. Pardonnez-moi, j'ai voulu vous provoquer un peu avec cette expression, et que l'on est en train de voir se mettre en place au profit de ce qui s'est passé en Chine toute cette semaine. On en avait parlé la semaine dernière du possible retour de Exxon donc sur le marché russe, sur le projet Sakhalin 1, et là ça a été confirmé par le gouverneur de Sakhalin, donc sans doute dans le cadre, mais j'ai pas vérifié, dans le cadre du forum de l'extrême-orient russe et de l'Arctique, qui a lieu tous les ans à cette année. J'avais participé il y a 2 ans, et donc là les déclarations qui ont été faites sont plutôt encourageantes, c'est-à-dire que visiblement il y a déjà des négociations pour le retour d'Exxon. Et ça évidemment, comme on l'a dit la dernière fois, c'est un signe de rapprochement de Washington et de Moscou au-delà de la crise ukrainienne qui, petit à petit, finalement, dans la relation entre les deux grands, devient de plus en plus annexe.
Encore un exemple de remplacement des importations et de remplacement des investisseurs industriels en Russie. Donc ça, c'est effectivement la politique qui est suivie par Vladimir Poutine depuis 2014, on peut le dire. Et bien là, on a l'exemple de Bosch qui fonctionnait, qui fabriquait des perceuses, des instruments électriques pour le marché russe. Et bien, Bosch s'est retiré sous la contrainte des autorités allemandes, un peu comme Legrand, Renault, Société Générale se sont retirés du premier marché d'avenir potentiel pour en Europe, tant pis pour eux, mais malheureusement. Et là, l'usine a repris son activité, mais cette fois entre les mains des Russes. Le seul bémol, c'est qu'ils ont appelé l'usine Engels Electro Instrument. Et franchement, pour quelqu'un d'anti-marxiste comme moi, c'est très très difficile. Politico-diplomatique maintenant, alors si vous me suivez notamment sur Twitter ou sur Telegram, vous avez dû en entendre parler, j'ai déjà fait plusieurs messages à ce sujet. Nous avons vécu un moment historique avec ce qui s'est passé en Chine, donc d'abord à Tianjin où il y a eu la réunion de l'organisation de coopération de Shanghai et ensuite à l'occasion du défilé de la victoire contre le militarisme japonais, donc le 3 septembre 1945. Après, d'ailleurs, ajoutons-le, une opération magistrale, victorieuse, l'art opératif à son sommet en Mandchourie par l'armée russe. Juste après la défaite allemande, il y a eu les conférences de Potsdam, et là, les soviétiques s'étaient engagés à aller donner un petit coup de main aux Américains qui traînaient un petit peu la patte contre les Japonais. Et les Russes ont réussi en un temps record. En 3 semaines, ils ont envoyé 1 million d'hommes, je crois, et avec le matériel, et en 3 semaines, ils ont liquidé la principale force militaire qui restait au Japon, l'armée du Guandong, et ils ont liquidé de manière magistrale, ils ont liquidé cette armée, et donc c'est ça qui a réellement poussé le Japon à capituler. Alors j'ai toujours recommandé à cette occasion la lecture de l'excellent livre de Jacques Sapir à ce sujet, La Mandchourie oubliée, parce qu'effectivement on a oublié cette campagne de Mandchourie, et je ne savais pas, je l'ai découvert grâce à Twitter, puisque Sylvain Ferreira m'a fait savoir que lui aussi, il avait écrit un ouvrage à ce sujet. Alors là, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore lu, mais dès que je l'aurai entre les mains, je vais m'empresser de le faire. Voilà, donc vous avez le choix, et ça encore, c'est des moments extrêmement importants pour comprendre ce qui s'est passé entre la Russie et la Chine, entre la Russie et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Hankingo en 1939 est décisive, puisque elle décourage le Japon de faire une attaque de revers lorsque les Soviétiques auront affronté les Allemands, et évidemment la bataille de Mandchourie est décisive. Et c'est à cette occasion que les Russes récupèrent la moitié de l'île de Sakhaline qu'ils avaient perdue, et également la totalité des îles Kouril. Mais revenons donc au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc il y a eu de nombreux membres qui étaient là. C'était pas que des Asiatiques d'ailleurs, ou des Eurasiatiques. Il y a la Biélorussie était notamment représentée. Et puis après, dans le cadre des commémorations de la victoire, il y a également la Serbie et la Slovaquie, l'excellent Fico, on va en parler, qui étaient présents. Et là, on a vu naître un nouveau monde, finalement. Si vous vous souvenez, donc encore une fois, j'ai fait exprès d'être un peu provocant en parlant du nouvel ordre mondial, puisque c'est quelque chose qui nous fait peur à tous. Ça rappelle le discours de George Bush père, donc le 11 septembre 1990. Le hasard a voulu que le 11 septembre 1990, eh bien, George Bush père annonce le nouvel ordre mondial, et puis 11 ans plus tard, eh bien, avec le 11 septembre 2001, cet acte terroriste a permis la mise en œuvre de ce nouvel ordre mondial qui en fait correspond à une domination totale, en tout cas espérée, de Washington sur le reste de la planète, avec des États esclaves comme les États européens et des États qu'on essaie de soumettre par la force. Aujourd'hui, on voit que ce projet a totalement échoué. Et donc, ce qu'on va avoir maintenant, c'est plus un gouvernement mondial, mais en a-t-on vraiment déjà eu un, mais plutôt, comme le dit Xi Jinping, une gouvernance mondiale, et qui doit être réformée, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire l'arrivée comme membre permanent de pays comme le Brésil, comme l'Inde, de pays qui pèsent aujourd'hui plus que, par exemple, la France ou l'Angleterre, et je le regrette bien, qui sont économiquement totalement dépassés par ces nouvelles puissances. Voilà. Donc c'est une recomposition qui est en train de se faire. Ce ne sera pas un nouveau gouvernement mondial. Aucun des grands acteurs n'en veut. Personne ne va avoir
quelqu'un au-dessus de soi. Cette idée de superstructure, super étatique, c'est très occidental, personne n'en veut dans le reste du monde. Donc là, on est plutôt vraiment sur la bonne voie, mais on va voir ce que ça va donner. C'est en construction, mais en tout cas, le point de départ a été donné et c'est l'équivalent de ce discours, donc du 11 septembre 1990, par George Bush père. Sur fond de ces événements en Chine, le président russe a rencontré plusieurs chefs d'État, donc de ses partenaires. On notera la rencontre avec Erdogan, où Vladimir Poutine s'est félicité publiquement des bonnes relations avec la Turquie, sur l'augmentation du nombre de touristes russes en Turquie. Et donc on voit bien que même si effectivement il y a toujours une hostilité entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, eh bien le réalisme économique, le réalisme géopolitique fait que pour l'instant, la relation entre la Turquie et la Russie est bonne. Le président russe a également rencontré Sassou Nguesso, donc président Sassou Nguesso, qui est le président du Congo-Brazzaville, donc un des pays d'Afrique les plus riches en ressources, hein. Et notamment, il était question de coopération dans la construction de l'oléoduc au profit du Congo. Donc de ce côté-là aussi, la Russie élargit son partenariat avec les pays d'Afrique. Parmi ces rencontres bilatérales, il y a eu des pays européens, il y a bien sûr eu l'excellent Loukachenko, président de la Biélorussie, il y a eu le président Vučić de la Serbie, mais j'ai surtout retenu le Premier ministre Robert Fico de Slovaquie, qui a tenu des propos qui n'ont pas dû faire beaucoup plaisir à la Commission européenne et aux membres dominants de cette Union européenne, comme Emmanuel Macron, Friedrich Merz ou Madame Meloni. Et il a d'ailleurs dit que finalement aujourd'hui ce n'était pas la Russie qui était isolée, mais l'Union européenne. Et évidemment, il a parfaitement raison. En dehors donc de toutes ces négociations qui ont eu lieu en Chine, on a appris également que les États-Unis et la Russie allaient continuer, au moyen des ministères des Affaires étrangères, de continuer les négociations pour le rapprochement entre les deux grandes puissances. Là aussi, les choses vont dans le bon sens. Inversement, la coalition des velléitaires a encore fait parler d'elle et s'est ridiculisée, puisque Volodymyr Zelensky s'est rendu à Paris, où il a rencontré Emmanuel Macron, et il a d'ailleurs dit... Il avait dû voir notre dernier bulletin sur la coalition des velléitaires, que pour l'instant, la coalition des volontaires était surtout théorique. Sans blague. Évidemment qu'elle est théorique, de toute manière, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'armes et il n'y a pas de soldats. Donc, il y a eu des grandes déclarations d'Emmanuel Macron. On va revenir sur la plus drôle, évidemment, tout à l'heure, dans l'empire du mensonge et le moment bunker, mais tout ça ne donne rien, en dehors du fait que toutes les armes que va livrer Washington devront être payées par Nicolas, Helmut et Giuseppe. Dernière nouvelle politico-diplomatique, chapeau au député européen Thierry Mariani, avec lequel j'ai eu le plaisir d'ailleurs de participer à une émission de divergence politique. Il est venu pour prendre la défense devant le Parlement européen de Madame Gutsoul. Donc on en a parlé également dans notre dernier bulletin. Madame Gutsoul est la représentante de la minorité Gagaouz en Moldavie et elle a été jetée en prison. Sur le modèle ukrainien et je pense bientôt français, puisque eh bien elle conteste le régime qui a été mis en place par l'Union européenne en Moldavie. Donc voilà, bravo à lui. Et d'ailleurs, il se présente, je crois, comme maire du 7e arrondissement. S'il y a des gens du 7e arrondissement qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voter pour lui. Terrorisme maintenant, et le grand événement terroriste de cette semaine, c'est évidemment l'assassinat, d'autres diront l'exécution, d'Andrei Paroubi, donc qui est un leader bandériste. Alors, je n'aime pas utiliser le mot nazi parce que tout le monde se traite de nazi en France, donc ça veut absolument plus rien dire. Mais lui, c'était quand même un vrai nazi, donc raciste anti-russe, une haine de l'orthodoxie, organisateur des massacres de Maïdan. On le voit avec des vidéos où il est avec les snipers, donc qui ont tiré non seulement sur les forces de l'ordre, mais également sur les manifestants pour faire accuser le gouvernement de Yanukovych. C'est l'organisateur du massacre d'Odessa, donc le 2 mai 2014. C'est l'organisateur de la répression dans le Donbass. Voilà. Et il a été président du Parlement ukrainien et il a rencontré, également été ministre, et donc il a rencontré évidemment toute la clique de socialistes du gouvernement de François Hollande de l'époque, qui a apporté son total soutien. De toute manière, depuis Pierre Laval et Marcel Déat, du côté des socialistes et de la collaboration, rien n'a changé.
Ce qui est intéressant, c'est que la thèse initiale, et qui d'ailleurs honnêtement, je n'aurais pas rejeté. Je voyais ça finalement comme soit comme une vengeance de la résistance ukrainienne pro-russe, soit comme une opération des services secrets russes, mais c'était moins probable puisque en fait Paroubi est sorti de la vie politique ukrainienne. Il était toujours député, mais on le voit apparaître en 2022, si vous vous souvenez, il est en uniforme avec son pistolet, là, sa Kalachnikov. Mais après, il a disparu de l'horizon. Donc, c'était pas vraiment un objectif symbolique suffisant qui aurait justifié une opération des services secrets russes. Mais finalement, ce n'est pas non plus une opération de la résistance ukrainienne, ou alors d'une résistance auquel on s'attendait pas, c'est celle des pères de famille. Puisque le meurtrier a été très rapidement retrouvé, et c'est un père de famille, donc père d'un enfant qui a été envoyé sur le front en 2022, alors qui était envoyé, à mon avis, d'après ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, volontairement. Il n'était pas du tout pro-russe, il n'a pas été envoyé malgré lui, il était plutôt du côté du régime de Kiev. De toute manière, ce sont des habitants de Lvov, donc on est au cœur du bandérisme, c'est le cœur de la secte Ouniat. D'ailleurs, Paroubi a été enterré à l'église Ouniat, et donc a priori, c'est plutôt une famille qui est russophobe, voilà. Le problème, c'est ce qu'a dit ce père, qui a été rapidement interviewé. Le problème, c'est qu'il veut retrouver le corps de son fils. Voilà. Et là, on rejoint, si vous vous souvenez, la vignette que j'avais faite, j'en avais parlé les Antigones de Kiev, ces femmes ukrainiennes qui veulent qu'on leur dise où est le corps de leur fils et de leur mari. Et évidemment, le régime de Kiev ne veut pas le dire, parce que s'ils sont morts, il faut payer une pension. S'ils ont disparu, on paye rien. Il y a ça, et puis surtout, il faut dissimuler les pertes. Donc, c'est entraîné un gros problème lorsque les Russes sont arrivés avec des milliers de corps de soldats ukrainiens que les Russes, eux, ont récupérés. Donc, ils échangent 6000 corps, alors que les Ukrainiens n'ont qu'une cinquantaine de corps à rendre. Donc, évidemment, c'est une catastrophe pour le marketing du régime de Kiev. Et puis, ça coûte cher si tout d'un coup, il faut commencer à payer des dédommagements à toutes ces familles. Et donc, le père a dit deux choses extrêmement importantes. Il a dit, je veux être rapidement jugé et être échangé contre des soldats ukrainiens pour pouvoir aller récupérer le corps de mon fils. Son fils est mort à Bakhmout, a priori, en 2022. C'est ça qu'il veut. Et quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait tué Paroubi, il a répondu parce que je vivais à Lvov et que lui vit à Lvov. Si j'avais vécu à Vinnytsia, j'aurais tué Poroshenko, l'ancien président, donc qui a déclenché les opérations de représailles dans le Donbass en 2014. Donc tout ça est bien triste, et ça nous rappelle bien que, encore une fois, c'est une guerre de civilisation. Si Sophocle écrit Antigone il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est que le fait d'enterrer les morts, de les remettre à la terre, c'est quelque chose de fondamental pour faire son deuil. C'est la règle de toute l'humanité. Voilà, c'est le contraire du cannibalisme, c'est le contraire de... Voilà, c'est n'importe quelle civilisation fait ça. N'importe laquelle, sauf l'Occident dégénéré en Ukraine. Et c'est là-dessus quand même que je vous invite à méditer pour comprendre ce contre quoi on se bat dans cette guerre finalement de la civilisation européenne chrétienne contre les sauvages de l'Occident dégénéré. Alors maintenant, je reviens rapidement parce que ça a créé des problèmes à certains sur mon jeu de mots Reich Metal, donc qui était le titre de mon dernier bulletin. En fait, je faisais allusion à Rheinmetall avec 2 L cette fois, qui était la société, la compagnie allemande de production d'armement, le grand groupe allemand de production d'armement, qui bénéficie de tous les fonds qui ont été attribués par l'Allemagne et qui donc a lancé sa grande usine qui doit produire 350 000 obus de 155 mm en 2027. Mais attention, là aussi, ça ne veut pas dire que je pense que l'Allemagne est en état d'attaquer qui que ce soit. Même si Merz, paraît-il, est le descendant d'une dynastie de nazis, c'est pas pour autant qu'il a envie d'attaquer la Russie, et c'est surtout pas pour autant qu'il en a les moyens. Il n'y a pas de soldats allemands prêts à aller se battre en Russie. C'est pas possible. Déjà, ils sont déjà donnés il y a 80 ans et ça s'est mal passé. Et ensuite, d'après le dernier sondage, souvenez-vous, il y a 16% des Allemands qui sont prêts à mourir pour l'Allemagne, à sacrifier pour l'Allemagne, à se battre pour l'Allemagne. Et comme me le soulignait d'ailleurs un de mes abonnés dans notre conférence privée du mois dernier, en plus c'est les gens de l'AfD qui sont prêts à se battre pour la patrie. C'est les nationalistes. Et les nationalistes en Allemagne, ils sont pro-russes, comme 90% des nationalistes français. Donc là aussi, ça passera pas. Voilà, petite précision sur Reich Metall. En fait, c'est Rheinmetall, pour ceux qui n'avaient pas compris. Toujours par rapport à mon dernier bulletin, confirmation que les Russes ont bien, avec un drone naval, détruit un patrouilleur de l'armée ukrainienne
sur le Danube. Alors c'est évidemment une véritable catastrophe pour le régime ottano-kievien, puisque le Danube est un des principaux axes de transport, on en a souvent parlé, donc non seulement des transports militaires, mais du transport commercial. Hein. Les navires partent du Danube ou arrivent au port d'Ismaël sur le Danube, vont en Roumanie et après font du cabotage jusqu'au détroit du Bosphore. Donc si jamais les Russes sont capables de déployer massivement des drones pour contrôler la circulation dans le Danube, c'est une véritable catastrophe. Après, bon, j'imagine que l'OTAN va trouver des moyens aussi de combattre ces drones, mais finalement, on s'aperçoit que le contrôle de la mer Noire et notamment de l'embouchure du Danube, eh bien, c'est plutôt les Russes qui l'ont désormais, qui ont la supériorité technologique. Et encore une fois, les frégates russes balancent tout ce qu'elles veulent comme missiles calibre sur l'Ukraine, et contre ça, eh bien, les drones ukrainiens ne peuvent rien faire. Pas une seule frégate lance-missiles n'a été détruite depuis le début de l'opération militaire spéciale par le régime ukrainien. Il y a eu bien sûr le croiseur Moskva, mais c'était un cas quasiment unique, et quelques bateaux qui sont de moindre importance. Armement toujours, et on apprend par le New York Times, donc ce n'est pas par un agent du Kremlin, qu'il n'y a plus de TNT, d'explosifs, aux États-Unis, ce qui pose un problème notamment pour l'exploitation des mines aux États-Unis. Et on apprend pourquoi. Eh bien, c'est parce que, comme ça coûtait cher à la production, les Américains s'étaient tournés vers deux gros producteurs qui étaient, devinez qui, la Chine et la Russie. Évidemment, depuis, la Chine et la Russie ne livrent plus, et donc le fournisseur alternatif, quoique de moindre importance, c'était la Pologne. Le problème, c'est que tout l'explosif que produit la Pologne, eh bien, part en Ukraine, évidemment. Donc, gros problème par rapport à ça, et ça nous rappelle un problème qui avait eu lieu, déjà qu'on avait constaté, ça c'était Bloomberg en mars de cette année, c'est qu'il n'y avait plus de poudre à canon pour les complexes militaro-industriels occidentaux. Donc, encore une fois, ça confirme ce que nous avons analysé sur Stratpol, c'est que c'est pas le tout d'imprimer de la monnaie, de faire du quantitative easing, comme on dit, de l'assouplissement quantitatif en imprimant de la monnaie, comme on a fait pour se sortir de la crise de 2008, la crise bancaire. Et là, il faut produire. Et comme le dit, je crois que c'est Soral qui disait, le tertiaire c'est bien, mais pour faire la guerre, il faut des obus et des soldats. Et vous pouvez imprimer toute la monnaie que vous voulez, ça ne remplace pas. On revient sur les missiles magiques, le V2, le V3, le Flamingo, je sais plus trop quoi, le Sapsan, etc. Donc tous ces armes qui vont permettre de frapper dans la profondeur, de changer le cours de la guerre. Donc il y a eu le Flamingo. Donc déjà il y a un article intéressant dans la presse américaine qui dit que ce missile ne va rien changer. Le constat que nous avions fait, c'est-à-dire que c'est un missile trop lourd, trop lent, qui ne posera pas de réel problème à la DCA russe, même si de temps en temps il peut y en avoir un qui touche, ça finira bien par avoir un missile sur Moscou tôt ou tard. La question elle est pas là, mais la question c'est est-ce que ça peut l'emploi massif est possible, est-ce qu'il peut donner des résultats, mais surtout ce qu'on apprend, et ça c'est dans ce Kiev Independent, c'est que le 5 Points, donc qui est la société ukrainienne qui est chargée de le fabriquer, est finalement sous contrôle du NABU, le bureau anticorruption, parce qu'a priori il y a pas mal d'argent qui a été siphonné. Et notamment dans la vidéo qui a été montrée, on les voyait dans un hangar. Finalement, les blogueurs ont retrouvé où était ce hangar. C'est pas du tout une usine, c'est un hangar alloué quelque part vers Kiev, je crois. Peu importe, mais ça veut dire qu'en fait, il y a rien qui est construit en Ukraine. Ce sont, comme on l'imaginait, des missiles anglais à qui on va donner un petit coup de peinture aux couleurs de l'Ukraine et qui vont être tirés à partir du territoire ukrainien, comme on l'imaginait. En tout cas, c'est évidemment pas un game changer, ce n'est pas une arme miracle, mais il faut nourrir le narratif comme quoi il faut tenir bon pour Kiev parce qu'il va se passer quelque chose. Cette fois, c'est la bonne, le 19e paquet de sanctions, et ensuite le 20e et le 21e, les armes magiques, les soldats, les troupes au sol, etc. On va finir par y arriver. Empire du mensonge maintenant, il y a pas mal de mensonges cette semaine dont je voulais parler. Un article du Figaro d'une malhonnêteté assez extraordinaire sur la ville de Mariupol. Donc qui est en fait une répétition de l'article qui avait lieu dans Paris Match, on en avait parlé, où en fait on nous décrit que ce qu'il y a de sombre dans la région de Mariupol. Alors évidemment, sans citer aucune source, c'est Maria pense que, Ivan pense que, Igor n'est pas d'accord avec ce, donc on ne sait pas qui c'est, et malgré le fait que le journaliste nous explique que les gens se plaignent publiquement, il y a personne qui ne veut se plaindre publiquement auprès du Figaro. Et surtout, même si évidemment il y a des problèmes à Mariupol, notamment il y a eu plus de 60 000 Ukrainiens qui avaient fui au moment de l'arrivée russe qui sont revenus, et autant ceux qui sont restés n'ont pas de problème pour récupérer leur nouvel appartement, autant ceux qui sont partis ils passent par des filtres, etc. On vérifie qui ils sont. Enfin, de toute manière, c'est normal que
que 3 ans après la destruction partielle de Mariupol et sa reconstruction à une vitesse assez extraordinaire, eh bien, il y a des problèmes pour l'attribution des maisons. Voilà. Et en tout cas, la ville s'améliore, la ville prospère. J'y suis pas retourné au mois de mai, mais j'y étais il y a 1 an et demi. Et les gens qui m'y avaient emmené m'ont dit c'est encore mieux que ça l'était. Donc, c'est un véritable potentiel et c'est une ville sympathique. Et je pense qu'il y a une commande qui est faite, je sais pas, peut-être par l'ambassade d'Ukraine à Paris ou par tout simplement le régime d'Emmanuel Macron, de demander à faire régulièrement des articles pour dire du mal de ce que les Russes ont voulu présenter comme une vitrine. Alors là, je vous dirais pas, contrairement à Moscou, aller faire un tour, parce que c'est encore compliqué d'aller dans le Donbass pour des non-russes, mais comptez sur moi, j'y remettrai spécialement les pieds la prochaine fois où j'irai dans le Donbass et vous montrerai un peu comment ça se passe là-bas. Empire du mensonge toujours, cette fois c'est Bruno Tertrais. Alors lui c'est un spécialiste, il nous avait vendu en 2003 les armes de destruction massive, et là il est passé bien sûr sur LCI, et voilà ce qu'il a dit. En revanche, il y a ce que j'appelle les empires guéris, c'est-à-dire ceux qui ont tourné la page, à mon sens, de l'impérialisme. Et ce sont tout simplement les anciens empires belges, français, allemands, anglais, qui n'ont plus une logique d'empire. Et c'est pour cela que le projet européen est particulièrement important. C'est parce qu'on est passé à autre chose, une autre logique, mais il n'empêche qu'on n'a pas été préparé mentalement au retour brutal de tous ces prédateurs, surtout quand on en a un nouveau qui arrive, le plus gros d'entre tous, c'est les États-Unis. Donc pour résumer, vous avez les empires partout dans le monde qui sont très très méchants. Vladimir Poutine, Donald Trump, Xi Jinping, Modi, et puis il y a les gentils Européens gauchistes qui eux ont complètement renoncé au colonialisme. D'ailleurs c'est très bien de souligner, parce qu'encore une fois, le colonialisme, c'est un truc de la Troisième République, de Jules Ferry, de Gambetta, de la gauche française, hein, et même sur la guerre d'Algérie, c'est François Mitterrand, ministre de l'Intérieur de la Quatrième République, qui envoie le contingent. Donc ça, c'est toujours important de le rappeler. Et donc là, il explique qu'en revanche, ça y est, les pays européens ne veulent plus faire de colonialisme. Sauf que oui, effectivement, il n'y a plus de colonialisme en Afrique, mais il y en a en Europe de l'Est. Et donc ce Tertrais ose dire, alors que la France vient d'organiser un coup d'État en Roumanie, est en train d'en organiser un en Moldavie, avec arrestation des opposants, avec contrôle des cours constitutionnels pour faire les élections, donc une espèce de néocolonialisme le plus, d'ailleurs, sans aucun complexe, totalement ouvert et justifié moralement, y compris, on l'a vu en Moldavie, par la présidente du comité électoral moldave, en disant c'est normal qu'il y ait des ingérences de l'Union européenne, mais il faut pas qu'il y en ait du côté russe. Donc ce Bruno Tertrais, après avoir essayé de nous vendre les armes de destruction massive irakiennes en 2003, essaie de nous vendre le fait que l'Union européenne n'est pas une puissance coloniale. Un Tertrais, ça ose tout. Mais tout de suite, le moment bunker. Le moment bunker, évidemment, cette semaine, c'est Emmanuel Macron. On ne connaît pas le bilan précis de cette guerre, mais on sait que la Russie a perdu dans son dessein plus d'1 million de soldats, tués ou blessés, pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien depuis novembre 2022. Donc là, évidemment, on peut considérer que c'est très très imprudent de la part d'Emmanuel Macron d'annoncer un chiffre pareil qui normalement est fait pour être balancé sur LCI par des gens qui sont payés pour le faire, etc. Mais prendre sur soi, devant le monde entier, enregistré par l'Internet, un chiffre aussi délirant des pertes russes, évidemment, c'est un risque énorme. Ce qui montre aussi qu'Emmanuel Macron est aux abois et de toute manière, il est prêt à raconter n'importe quoi. Mais ça peut être aussi le syndrome d'un autre problème que j'ai évoqué dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, c'est que son entourage lui sert les mensonges qu'il a envie d'entendre. À lui, au ministre des Affaires étrangères, le psycho Barrot, ou au ministre de la Défense, on l'a vu avec Burkhardt qui était prêt à répéter n'importe quoi, c'est-à-dire pour se mettre à l'abri d'être soupçonné d'être pro-russe, en fait on raconte n'importe quoi. C'était le cas de l'attaché militaire français que je cite dans mon bouquin d'ailleurs, qui racontait absolument n'importe quoi sur l'état de l'armée russe avant l'opération militaire spéciale. Donc ça, c'est aussi un des vices des régimes autoritaires, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde a peur de tout le monde, et le fait même de dire attention, l'armée russe est puissante, ah mais vous êtes pro-russe. Je vous conseille d'aller d'ailleurs sur le Twitter, de temps en temps je vais sur le Twitter, le fil X du général Kempf, qui est pro-ukrainien. Mais l'irréaliste, il est en train de dire, attention, là ils sont en train de se prendre une fessée, ils sont en train de se faire laminer, etc. Et les commentaires, ah oui, vous êtes pro-russe. Alors que Kempf
est pro-ukrainien depuis le début. Mais en fait, le fait même de dire, attention, ça se passe mal sur le terrain, le fait de dire la vérité, de dire la réalité, fait de vous un agent du Kremlin. C'est une espèce de pathologie hein, liée à la propagande et liée à la défaite. Encore une fois, ce que fait Emmanuel Macron, son hystérie avec Zelensky dans ses déclarations, le fait d'annoncer des chiffres délirants qui correspondent absolument à rien, c'est un comportement ce que j'appelle les pathologies de la défaite, c'est-à-dire le refus de la réalité avant la dépression et puis finalement l'acceptation de la défaite face à l'armée russe. Considération militaire générale maintenant, la carte Gerasimov, en fait, donc le chef d'état-major de l'armée russe, a fait un exposé de la situation sur le terrain, assez intéressant, assez complet, et derrière lui, il y avait une carte, et cette carte, en fait, c'est la carte de la Nouvelle-Russie. Donc, beaucoup d'interprétations. Est-ce que c'était fait exprès ? Je pense que ça a été fait exprès, honnêtement. Je pense que les Russes ont envie d'annoncer la couleur. Je pense qu'en tout cas, c'est ce que veut le ministère de la Défense. C'est ce que veut l'armée, c'est-à-dire régler l'affaire une bonne fois pour toutes. Et le fait de prendre Odessa permet de relier la Transnistrie et règle l'affaire ukrainienne définitivement, enfin en tout cas pour plusieurs siècles. Donc je pense qu'effectivement c'était pas innocent. Et de toute manière, personnellement, en tant que citoyen russe, je suis favorable à ce que la guerre dure jusqu'à la prise d'Odessa, qu'on ait définitivement la paix avec cet Occident collectif dégénéré et que la Russie contrôle l'essentiel des côtes de la mer Noire. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Une petite photo que je voulais vous faire partager, c'est celle des tranchées dans la forêt de Kremenna. Alors je vous montrerai où c'est sur la carte des opérations militaires. Mais en fait, d'après cette photo-là, il y avait 17 000 tranchées dans la forêt de Kremenna. Et donc, si vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis 2022, en décembre 2022, c'est là que j'étais allé, et j'avais d'ailleurs visité les tranchées côté russe. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important pour vous? Parce que ça démontre ce que j'essaie d'expliquer, ce que Sylvain Ferreira essaie d'expliquer, c'est qu'une fois que la Russie aura passé le Donbass, toutes ces structures de défense qui ont été mises en place depuis 2014, eh bien, elles auront été dépassées et il n'y aura pas l'équivalent à l'ouest. Dans la steppe ouverte que vous allez avoir dans la région dans le sud de la région de Kharkov, dans la région de Dnipropetrovsk, et après si les Russes vont jusqu'à Odessa, vous avez plus du tout la même densité de population, vous n'avez plus du tout un milieu aussi vallonné, et ce sera beaucoup plus facile et l'armée russe va avancer beaucoup plus vite, même si d'ailleurs la vitesse n'est pas sa préoccupation. Donc je trouvais que cette photo était intéressante par rapport à ça, pour vous montrer ce que les Russes étaient en train de dépasser, parce qu'effectivement la forêt de Kremenna a été quasiment totalement nettoyée des troupes otano-kieviennes. Dernière considération militaire, c'est une déclaration qu'a fait Vladimir Poutine lors de la conférence de presse qu'il a donnée juste à la fin de son séjour en Chine. Donc il était devant les médias russes et il a fait plusieurs remarques, notamment il a pris avec humour, je pense qu'il a eu raison, la déclaration de Donald Trump qui disait à Xi Jinping de saluer Kim Jong-un et Vladimir Poutine avec qui il s'entendait bien et qui était en train de comploter contre lui. Donc Vladimir Poutine a pris ça pour de l'humour. Donc encore une fois, je pense qu'il avait raison. Mais surtout, en fait, il a donné des chiffres très précis et bien plus cohérents de ceux d'Emmanuel Macron sur l'armée russe, sur l'armée ukrainienne. Donc il a affirmé que les unités ukrainiennes étaient complétées à 47-48%. C'est-à-dire qu'il y a un énorme problème d'effectifs, ce que l'on constate bien sûr sur le terrain. Il a affirmé que l'armée otano-kievienne était dans un attaque critique qui l'empêche de lancer une offensive à grande échelle. Et enfin, il a expliqué ce que nous avons dit à plusieurs reprises sur Stratpol, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne est contrainte d'envoyer ses réserves d'un endroit du front à l'autre pour essayer de boucher les trous qui sont en permanence renouvelés par l'armée russe. Donc des éléments assez précis qui montrent bien que l'opération militaire spéciale continue et que la Russie atteindra ses objectifs qui, j'espère, seront modifiés au fur et à mesure du refus de l'Union européenne d'entendre raison et seront fixés par la prise d'Odessa. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc je vais commencer par un acte qui aurait pu être attribué à la résistance ukrainienne, en tout cas c'est ce qu'on dit en Russie, quand il y a une usine de munitions, d'armement qui brûle quelque part dans les pays de l'OTAN. Donc toutes ces petites punaises jaunes, eh bien c'est des endroits qu'on avait notés. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu et là il y en a eu une, j'avais oublié de vous en parler la semaine prochaine, à Hambourg. Voilà, ça a bien brûlé.
Est-ce que c'est un attentat? Pour l'instant, l'enquête suit son cours, mais il faut suivre cela, c'est important, surtout si ce genre d'événements se multiplient. On retourne vers la carte ukrainienne, donc il y a eu des bombardements dans la profondeur essentiellement du territoire ukrainien. Alors les Otano-Kieviens continuent à tirer sur des infrastructures énergétiques russes notamment, mais bon, c'est absolument pas comparable avec le volume de ce qui est balancé sur le territoire ukrainien. Ce qu'on peut noter du côté Otano-Kievien, c'est des frappes sur les infrastructures antiaériennes du côté de Sébastopol. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été montrées notamment contre des radars russes. Quelques incursions par le Dniepr, mais rien de vraiment significatif. Ça n'a pas trop bougé du côté du front de Zaporozhye. En revanche, ça a pas mal bougé du côté du front vers Dniepopetrovsk. Donc là, c'est pas très compliqué à comprendre. Les Russes veulent avancer plein ouest pour couper les voies d'approvisionnement d'Orekhovo et de Gouliapol. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, puisque les Russes se sont emparés de Voronezh, de Komishuvarka, ici, de Novoselovka, ici. On remonte du côté de Pakrovsk, l'offensive continue. Les Russes resserrent l'étau vers Mirnograd, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de certitude sur la ligne de front, donc je ne l'ai pas changé. Pareil, du côté de la percée d'il y a 15 jours. Du côté de Konstantinovka, la ligne de front n'a pas vraiment changé. Ici, c'est intéressant, c'est qu'une ligne de front qui n'avait pas bougé depuis près d'un an, eh bien, a bougé, donc notamment par la prise de Fedorovka par les Russes. Donc, l'idée évidemment, c'est d'encercler Seversk de tous les côtés, et donc là, ce sera par le sud. Donc, la fameuse forêt de Kremena dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui était truffée de défense otano-kievienne, eh bien, elle est en train d'être liquidée. Là, en fait, même ma ligne pourrait être largement avancée vers le sud. A priori, il n'y a plus que des groupes perdus. Plus au nord, les Russes continuent leur progression vers la localité de Krasny Liman, ici, qui est un point très important à prendre pour pouvoir attaquer Slaviansk par le nord. Ici, comme on le voit, les tentatives de contre-offensive par les Azovtsés ont complètement raté, puisqu'au contraire, les Russes ont étendu leur progression en s'emparant d'Andreevka ici et de Glushenkove à cet endroit-là. Sur le reste du front, c'est à peu près stable, donc j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 4 septembre 2025. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner au dernier numéro de Jeux Politiques Profondes, notre partenaire, d'autant plus que j'ai écrit dans le numéro du mois de septembre, je suis revenu sur ce que j'ai appelé le père de tous les mensonges, c'est-à-dire le MH17, cet avion qui est civil, donc qui a été détruit avec 298 civils à son bord en juillet 2014 par l'armée ukrainienne. Et donc je reviens sur le mensonge qui a suivi et surtout sur la question que je pose et auquel j'apporte la réponse. Est-ce que cette destruction était délibérée ou pas? Est-ce que c'est un accident ou est-ce qu'elle est délibérée? Voilà. Ne manquez pas donc Géopolitique Profonde avec mon article pour le mois de septembre. D'autant plus que, et on en reparlera, arrive la journée du 10 septembre dont on se demande si ça va être une répétition des Gilets jaunes. Si c'est oui, de quel gilet jaune parle-t-on? Est-ce qu'on parle du gilet jaune canal historique, qui a été très bien décrit d'ailleurs par Yannick Jaffré dans son livre Pour l'honneur des gilets jaunes, ou si on va avoir une manifestation du genre organisée par le régime? C'est a priori ce qu'on est en train de voir, puisque les syndicats sont dans le coup, la France insoumise est dans le coup. Or, si on se souvient de l'esprit des Gilets jaunes canal historique, c'est-à-dire des premiers actes du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, en gros, eh bien, c'était une manifestation de producteurs contre les parasites. Or, les parasites, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Jordan Bardella, sous-diplômés qui, surtout, et c'était encore pire, n'ont jamais travaillé de leur vie. Voilà, c'est les 5 retraites dont bénéficie François Hollande. Ça avait été très bien d'ailleurs dénoncé par Charles Gave. Donc, est-ce qu'on va retrouver cet esprit gilet jaune où les travailleurs finalement... D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que on avait vu des chefs d'entreprise venir avec leurs ouvriers. Je me souviens, c'était d'ailleurs sur RT en français, c'est sans doute pour ça, c'était RT France à l'époque, pour ça que la chaîne a été fermée. Eh bien, parce qu'elle avait fait un excellent travail de reportage sur ce qui se passait dans la rue, notamment sur les Champs-Élysées. Et on voyait un chef d'entreprise qui mettait à disposition des véhicules utilitaires, qui était là avec ses employés, parce que la hausse du diesel, pour faire plaisir aux écolos, eh bien, allait amener son entreprise à la faillite. Donc c'était ça l'esprit des Gilets jaunes, c'était les travailleurs contre les parasites.
Pour l'instant, ce que je vois, c'est les syndicats jaunes comme la CGT, qui sont en fait des instruments du régime. La France insoumise, qui s'est toujours jouée finalement être l'aile gauche du bloc gaucho-centriste qui dirige la France. Donc tout ça n'augure rien de bon. Mais cela dit, on observera. Pour être parfaitement honnête, j'ai été totalement surpris par les Gilets jaunes en 2018. D'ailleurs, je suis arrivé, je crois que c'était uniquement à l'acte 3. Mais on va voir ce que ça va donner. Puis aussi un aspect, c'est que les Gilets jaunes, comme c'était des travailleurs, ils venaient manifester le samedi parce que il fallait qu'ils travaillent le reste de la semaine. Là, bon, oui, grève générale en milieu de semaine. On va voir. Encore une fois, il y a des gens bien qui vont y aller, ça c'est sûr. J'en connais, j'en ai parlé déjà. Mais j'ai bien peur que tout ça soit récupéré par le régime. C'est la grande qualité de la gauche bourgeoise, c'est ce que je décris dans mon bouquin, c'est-à-dire que elle est capable d'absorber tous les mouvements populaires. Waldeck-Rousseau, Clémenceau, ils ont commencé par soutenir les mouvements de grève, et une fois arrivés au pouvoir, ils leur ont tiré dessus. Je vous envoie vraiment sur mon bouquin le chapitre La gauche française et la répression, c'est-à-dire que ils savent très bien absorber. Le seul finalement, là je continue ma réflexion sur la gauche française d'ailleurs, le seul parti finalement qui n'a pas été absorbé par ce bloc de gauche bourgeoise qui dirige la France depuis 1877, à l'exception notable du passage du général de Gaulle, finalement c'est le Parti communiste, parce que lui recevait ses ordres de Moscou. Mais sinon, tous les autres ont été absorbés. Et donc, en fait, Mélenchon, c'est un autre Waldeck-Rousseau, c'est un autre Clémenceau. Il est là pour donner l'illusion qu'il existe encore une gauche populaire. Il y a une gauche populaire qui existe. Elle est à la marge. C'est Georges Kuzmanovic. C'est malheureusement des mouvements assez peu représentés. Mais les grands partis, eux, évidemment, ne sont pas de gauche populaire. Cela dit, et je parle de ce qui m'a plu d'ailleurs cette semaine, c'est une espèce d'union sacrée contre la GPA, puisque Attal, donc l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, veut autoriser la GPA, qui est la forme la plus abjecte de l'esclavage et de la prostitution. Finalement, et donc appelons ça d'ailleurs GPA, j'aime pas, faut appeler ça mère porteuse, c'est ce que c'est, contre de l'argent. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est, je l'ai cité sur Twitter, c'est Georges Kuzmanovic, c'est également le Roussel qui a pris parti, alors avec une approche, on va dire marxiste, pour dénoncer la GPA comme ce que c'est, ce que j'ai dit, c'est un esclavage. Et finalement, on rejoint les nationaux conservateurs, les catholiques militants. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Je ne sais pas si ça existe ailleurs dans d'autres pays, mais il y a des moments où on se dit tiens, finalement tout n'est pas perdu en France. Et bien cette convergence entre, encore une fois, une gauche que cette fois on peut qualifier de populaire, puisque évidemment la gauche bourgeoise veut des esclaves, veut des mères porteuses, des immigrés payés pas cher pour livrer des pizzas. C'est le rêve de Mélenchon. Donc tout ça, évidemment, ce n'est pas de la gauche populaire. Mais là, on avait quelque chose. Une convergence tout à fait intéressante. Voilà, ça m'a bien plu. Ce qui m'a bien plu également cette semaine, c'est cette interview de Charles Gave dans un média que je ne connaissais pas, qui s'appelle Smart TV, et qui a parlé de la fin du dollar. Donc c'est pas nous sur cette chaîne qui allons dire le contraire, mais c'est très pertinent, c'est assez rapide. Ça vaut le coup d'aller écouter. Les États-Unis ont provoqué la propre fin de leurs privilèges exorbitants. Et visiblement, Trump ne prend pas la direction d'y remédier, puisque aucune sanction liée à l'utilisation du dollar, par exemple contre la Russie, n'a été levée, notamment sur le SWIFT. Donc finalement, on va passer une autre époque. C'est pas la première fois. Passer de la livre sterling à l'or, au dollar, ça part c'est pas la première fois dans l'histoire où on change de paradigme monétaire, dirons-nous, et c'est en train de se mettre en place. Et ça va vraiment être intéressant. Et on peut dire que Trump non seulement n'a pas ralenti le processus, mais l'a même accéléré. Économie maintenant, et avant de démarrer évidemment, investissez en Russie, et pour cela, allez voir en description de cette vidéo le lien Divergence Service. On vous explique comment faire. Vous êtes nombreux à venir maintenant, donc venir ouvrir un compte en Russie, pérenne, avec tous les systèmes d'enregistrement pour pas qu'il soit fermé dans un mois, ce qui vous permettra, le cas échéant, de placer de l'argent. Et aujourd'hui, le taux, j'ai regardé, c'est entre 16 et 18%. Donc ça, vous l'aurez. C'est un peu mieux que le livret A, tout de même. Donc n'hésitez pas, avant que les taux d'intérêt de la Banque centrale baissent trop, parce que d'ici la fin de l'année, normalement, on espère qu'il devrait descendre à 12. Ce sera toujours intéressant comme placement, mais un petit peu moins.
Puisqu'on parle de l'économie russe, je voulais vous donner quelques chiffres qui m'ont paru importants et qui vont être révélateurs de la situation réelle de l'économie russe. Est-ce qu'elle est au bord de l'effondrement, n'est-ce pas? Ça fait 3 ans et demi qu'on nous l'annonce. Là, on en reparle de nouveau, qu'il y a plus de carburant, il y a la queue devant les stations-service. Alors, je suis désolé, j'en ai vu aucune. Alors, je sais qu'il y a des problèmes, mais c'est souvent c'est saisonnier dans certaines régions. Les attaques sur les raffineries russes sont insignifiantes. Elles ne joueront aucun rôle. Je vous rappelle que la Russie a gagné plus d'argent sur la vente des hydrocarbures à la fin de l'année dernière que l'année précédente, alors qu'il y avait eu beaucoup plus d'attaques en 2024. Bref, donc quelques chiffres qui vont parler d'eux-mêmes. Le chômage est à 2,2% stable. Les ventes au détail ont dépassé les attentes à 2%. La production industrielle augmente légèrement de 0,7%. Et en revanche, effectivement, l'augmentation des salaires, on espérait un 5,3% et finalement on a 5,1%. Donc ce que l'on voit, c'est que l'économie russe n'est pas sur le point de s'effondrer et que, alors le très bon résultat sur le chômage, 2,2%, ça fait rêver évidemment dans des pays socialistes comme la France, mais c'est aussi le handicap de cette économie, puisqu'il y a un manque de main-d'œuvre criant, on l'a déjà expliqué, je vais pas revenir dessus. On fera un point de toute manière global sur les résultats de l'économie russe, notamment combien ont rapporté les hydrocarbures, voir si les attaques magiques sur les raffineries ont servi à quelque chose, plus que l'année dernière. On verra ça de toute manière à la fin de l'année. Mais dans l'ensemble, en tout cas, les indicateurs n'annoncent pas une crise majeure. Oui, il y a un ralentissement qui est provoqué par la Banque centrale, encore une fois, mais qui n'est pas critique pour la Russie, dont la situation économique est bien meilleure que toutes celles dans tous les pays européens. J'aime donner de temps en temps un exemple du remplacement des importations, donc cette politique qui est menée par Vladimir Poutine depuis 2014, depuis les premières sanctions. Et bien là, j'ai trouvé un projet intéressant qui devrait permettre à la Russie de devenir souveraine dans la production de résine d'époxy. Donc c'est quelque chose qui est fabriqué à partir des hydrocarbures. Toujours l'idée pour les Russes de transformer eux-mêmes de tous les moyens possibles et imaginables leur production d'hydrocarbures. On en a aussi déjà parlé. Il y a eu déjà des grands projets d'usines de propylène qui ont été ouverts. Et là, c'est le lancement. Alors on est à la première phase de production de résine époxy, ce qui permet, c'est pour les revêtements, les cols, les peintures, etc. Donc c'est encore une fois un signe que même si la guerre continue, eh bien les grands projets nationaux, les grands projets d'investissement, de développement de la souveraineté industrielle russe continue. Article intéressant dans le Wall Street Journal qui prétend, alors faut faire toujours attention avec la presse américaine, mais que Exxon serait déjà en discussion avec la Russie pour revenir dans le projet à Sakhalin 1. Donc on sait que Exxon s'était retiré, d'ailleurs depuis 2014, de tous les projets russes. J'en avais parlé quand Trump est arrivé au pouvoir, que tout était de nouveau possible, et notamment rappeler que le premier ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État américain dans le premier mandat de Trump, c'était Rex Tillerson, qui était l'ancien patron d'Exxon. Et ce qui veut dire que Exxon a une place particulière je pense, dans la politique de Trump, et que ce ne serait pas étonnant qu'un des premiers accords qui soit signé entre la Russie et les États-Unis, dans le cadre d'une coopération énergétique, eh bien, ce soit sur des projets. Donc, pour la Russie, évidemment, ce sera un atout. Au niveau technologique, Exxon est très en avance, très en pointe sur tout ce qui est extraction des hydrocarbures. Donc, sujet à suivre. L'excellent ministre des Affaires étrangères indien, l'excellent Jaishankar, que je cite souvent, toujours très pertinent, a fait une déclaration mi-amusée, mi-sérieuse, dans laquelle il expliquait que si les gens ne veulent pas acheter du pétrole transformé par l'Inde, par les raffineries indiennes, eh bien qu'ils ne le fassent pas. Mais tout le monde le fait. L'Europe le fait, les États-Unis le font. Donc ça sert à rien d'essayer de menacer l'Inde, on l'a vu. Là, c'est un grand échec de la politique de menace de taxes de Donald Trump. Ça a été un premier grand échec vis-à-vis de la Chine, et maintenant c'est un deuxième grand échec vis-à-vis de l'Inde. Et au contraire, ça ne fait que les pousser à se rapprocher. D'autant plus que l'on a appris par le magazine en ligne Naftorinok Daily Fuels and LPG, qui est un site spécialisé ukrainien, que l'Inde, au mois de juillet, était devenue le premier exportateur de diesel en Ukraine, en passant par le Danube jusqu'au port d'Izmaïl. Donc Kiev s'est mis dans une situation totalement absurde en réclamant à l'Union européenne et aux États-Unis de mettre des sanctions secondaires contre l'Inde, alors qu'elle lui achète
du diesel. Ensuite, Kiev mène des frappes contre l'oléoduc Druzhba qui amène le pétrole russe jusqu'en Hongrie, en Slovaquie, pour qu'il soit transformé et qu'ensuite le carburant qui en est produit puisse être réexpédié en Ukraine. Donc on se tire une balle dans le genou. Et en plus, menace des pays, alors que la Hongrie fournit, et la Slovaquie, je crois, fournissent l'essentiel de l'électricité importée par l'Ukraine. On l'a déjà dit. Donc il y a eu de nouveau des frappes. Alors, à l'heure où je tourne ce bulletin, finalement, l'oléoduc fonctionne de nouveau et visiblement la Commission européenne prête l'oreille à ce que raconte Viktor Orban et le Premier ministre slovaque Fico mettrait la pression sur Kiev pour qu'ils arrêtent ces bombardements, parce qu'en fait ça crée un déséquilibre qui touche non seulement l'Union européenne mais également l'Ukraine. C'est vital pour l'Ukraine. Pour dire, là, encore une fois, la politique absurde qui est menée par Zelensky depuis le début. On se souvient de la fermeture du gazoduc en janvier 2025 qui a permis aux Russes d'ailleurs d'utiliser ce gazoduc pour reprendre toute la région de Koursk qui était occupée par les forces otano-kieviennes et qui a fait que la Russie maintenant peut bombarder tranquillement toutes les infrastructures gazières en Ukraine. Voilà, donc politique absurde mais qui trouve finalement ses limites quand ça percute le mur de la réalité. De nouveau, quelques considérations globales sur l'économie mondiale. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a deux tendances importantes. Il y a l'appauvrissement radical des grandes puissances européennes. Donc, même l'Allemagne. Alors, on est en plus dans le paradoxe où Merz annonce que il va falloir mettre fin à l'État social en Allemagne parce que ça coûte trop cher. Et le lendemain, annonce qu'il va encore donner 9 milliards d'euros à l'Ukraine chaque année et se vante d'en avoir déjà envoyé 50 milliards. Donc, effectivement, on sacrifie la politique sociale d'un pays pour faire une guerre, pour faire une guerre à des Ukrainiens qui sont sûrs de la perdre. Voilà où en est le niveau d'absurdité de l'Union européenne et de l'Allemagne, dont le réarmement pourrait commencer à inquiéter. Les deux autres pays qui sont au bord de la banqueroute, eh bien, c'est l'Angleterre, on en a déjà parlé, hein, le taux d'emprunt pour les obligations est à 5,5%. Dans la presse, désormais, anglo-saxonne, on parle d'une possible tutelle du FMI en comparant ce qui s'est passé dans les années 70, et puis on parle également de tutelle du FMI en France, où c'est Madame Borne, donc ancien Premier ministre, désormais ministre de l'Éducation, qui dit qu'on ne pouvait pas exclure une tutelle du FMI. Alors ça a été tout de suite démenti, c'est la panique. Mais en fait, la vérité, c'est que s'il n'y a pas vraiment de réforme, si on va vers encore un nouveau gouvernement, les agences de notation qui trichent sur les notations depuis plusieurs mois finiront par nous faire perdre notre double A. Double A, c'est-à-dire que nous aussi, on empruntera à 5,5%, comme l'Angleterre. Donc la situation est très mauvaise du côté des pays européens et du côté, on va dire, du sud global, de la recomposition entre les BRICS, eh bien les choses vont de plus en plus vite. C'est le grand échec des sanctions de Donald Trump puisque ça a provoqué un rapprochement encore plus fort des pays des BRICS, y compris l'Inde avec la Chine. Et la Chine, d'ailleurs, désormais se met à acheter du soja au Brésil et non plus aux États-Unis. Donc mauvais calcul de l'administration de Trump dans ce cadre-là. Et deuxième mauvais calcul, c'est avec les Japonais et les Coréens du Sud, alors qui pourtant, avec tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas destinés à s'apprécier. Alors ils font partie évidemment d'une alliance commune avec les États-Unis dans le Pacifique. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ces deux pays sont en train de se rapprocher pour tenir tête à l'administration de Donald Trump et à sa politique de taxes. Donc on va suivre ces différents mouvements de l'économie mondiale avec attention parce que ça va être décisif pour les années qui viennent. Politico-diplomatique maintenant et le retour en France des ambitions coloniales. Alors, comme au XIXe siècle, eh bien, la colonisation est l'œuvre de la gauche française, donc il s'appelle plus Jules Ferry, il s'appelle Emmanuel Macron, donc on sait qu'il a évidemment organisé un coup d'État en Roumanie pour empêcher l'arrivée d'un nationaliste au pouvoir, et là, il s'est déplacé, donc il était accompagné du Premier ministre polonais Tusk et de Friedrich Merz, le chancelier allemand, pour, attention, la fête de l'indépendance de la Moldavie, grand pays extrêmement important de 2,3 millions d'habitants. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde à une fête d'indépendance. Bon, évidemment, tout cela n'a rien à voir avec l'indépendance de la Moldavie, puisqu'au contraire, elle n'est pas du tout indépendante. Elle est en coupe réglée par l'Union européenne. Et donc, il s'agit surtout de se déplacer pour soutenir Maia Sandu dans la prochaine élection, le 25 septembre. Alors, je pense qu'elle va la gagner. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait arrêter et mettre en prison, comme Zelensky l'avait fait au début de l'année 2021, son principal ou ses principaux opposants. Donc, en l'occurrence, Madame Gutsul, qui est la représentante élue des Gagaouzes en Moldavie. Donc, le but, c'est d'apporter un soutien de l'Union européenne à cette dictature moldave. Ce qui veut dire
tout de même qu'il y a sans doute une légère crainte, c'est que malgré le système de répression policier qui a été mis en place, dont les résultats de Maya Sandu sont très mauvais, notamment parce qu'elle s'est brouillée avec la Russie et que le gaz coûte beaucoup plus cher qu'il ne coûtait auparavant. Donc voilà, toujours aussi fébrile, mais évidemment pour la gauche française, c'est l'occasion de repartir dans une politique coloniale. Alors en Europe de l'Est, maintenant que les Africains nous ont mis dehors, la gauche française jette son dévolu sur l'Est de l'Europe. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que ce qu'acceptent les Roumains, les Moldaves, les Ukrainiens évidemment, comme ingérence de la part de puissances étrangères, mais il n'y a plus un État en Afrique qui l'accepterait. Pas aussi ouvertement. Et ça prouve qu'il y a quand même un problème avec les populations de Roumanie, de Bulgarie, de Moldavie ou d'Ukraine, d'avoir à ce point une absence de fierté qu'on se laisse coloniser de manière vraiment humiliante et ouverte. Cette colonisation a par ailleurs été confirmée par le piégeage de Samantha Power. Donc Samantha Power, elle a été représentante à l'époque démocrate des États-Unis à l'ONU et également elle a dirigé l'USAID, cette structure qui distribue de l'argent des contribuables américains partout dans le monde pour exporter le gauchisme. En gros, et notamment le wokisme, le LGBT. Donc tout ça a été terminé rapidement par Donald Trump, mais elle, donc cette ancienne représentante, s'est fait piéger par les fameux Lexus et Vovan. Rappelez-vous, c'est eux qui avaient piégé François Hollande en se faisant passer pour Poroshenko, et là François Hollande avait avoué qu'effectivement les accords de Minsk n'avaient jamais été prévus pour être appliqués, alors que la France avait voté la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pour donner du temps à l'Ukraine pour s'armer et faire la guerre à la Russie. En gros, c'est ce qu'il avait dit. Donc là, eh bien, ils ont réussi à piéger cette Samantha Powers qui a effectivement reconnu les sommes déversées à Maya Sandu pour lutter contre l'influence russe. Et puis là, elle explique que c'est à l'Union européenne de prendre le relais. Donc une révélation à la fois intéressante et amusante. Article intéressant dans The Telegraph de Tom Sharp. Donc The Telegraph, c'est un magazine anglais dont le titre aurait pu être copié sur ce que publiait Stratpol, puisqu'il dit que l'Ukraine peut tenir sans le Donbass, mais pas sans Odessa. Et comme nous l'avons dit, et c'est ce qu'a compris Donald Trump, alors c'est peut-être ce que font semblant de ne pas comprendre les dirigeants européens, mais il faut arrêter la guerre maintenant en respectant toutes les exigences russes pour tenter de sauver Odessa pour que ce qui restera de l'Ukraine ait un accès à la mer et que, par conséquent, ce corridor qui parle du nord de l'Europe de l'Est jusqu'à la mer Noire, eh bien, soit disponible. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, on revient quand même à la géographie, on revient à la vraie géopolitique et j'ai trouvé ça intéressant, notamment dans un magazine anglais qui est loin d'être pro-russe, loin s'en faut. Et puis, dans la nouvelle politico-diplomatique, le nouveau président polonais, eh bien, a décidé de mettre son veto à la loi de financement de l'Ukraine, qui devait être adoptée. Donc, parce que, en fait, il veut que l'Ukraine demande pardon pour les exactions des bandéristes contre la population polonaise, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943, les fameux massacres de Volhynie. Et alors, évidemment, ça pose un vrai problème, et c'est là où on s'aperçoit l'absurdité et la schizophrénie des pays occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ont financé une révolution du Maïdan avec des bandéristes qui sont devenus les héros du régime de Kiev actuel. Il y a l'avenue Stepan Bandera et Shushkevich qui amène à Babi Yar, là où ont été massacrés. Là c'était essentiellement, je crois, une vingtaine de milliers de Juifs, mais également des Polonais et des Russes. Et comme disait Dmitri de Koshko, c'est comme si on avait une avenue Adolf Hitler qui aille jusqu'à Auschwitz. Donc voilà où on en est. Donc ça, c'était une réalité. Nous avons décrit un paradoxe que nous avons décrit depuis 2014, et maintenant tout d'un coup les Polonais se réveillent. Et là, pour le coup, c'est la sanction, elle est dure. Il y a une conséquence immédiate, c'est que la Pologne a déclaré qu'elle arrêterait de payer l'abonnement Starlink pour l'Ukraine. C'est la Pologne qui payait depuis le début l'abonnement Starlink, qui a permis à l'armée ukrainienne d'avoir un système de transmission performant, qui d'ailleurs aujourd'hui est aussi utilisé par les Russes. Et donc, alors ça, quelqu'un va payer, mais je trouvais ça assez symbolique. Quoi qu'il arrive, ce sera sans doute les contribuables français, allemands ou italiens, ou peut-être même finalement polonais par un autre truchement. Mais voilà, c'était assez symbolique. Et d'ailleurs, les Polonais aussi s'apprêtent à mettre dehors les réfugiés ukrainiens. Parce que effectivement, ça commence à poser un problème, surtout que, comme expliquait un de mes amis qui habite en Ukraine, comme ils sont plus sous la contrainte de la loi qui les oblige à parler le sabir ukrainien, ils se remettent à parler russe, la langue de leur maman et de leurs ancêtres. Donc, et ça énerve les Polonais. Voilà un peu où on en est. Voilà où mènent les paradoxes de la politique stupide qui a été suivie
en Ukraine contre la Russie depuis l'indépendance de l'Ukraine. Armement maintenant, Rheinmetall, et c'est dans toute la presse occidentale, a ouvert son usine de production d'artillerie, donc qui sera la plus grande d'Europe, qui en 2027 devrait permettre de fabriquer 350 000 obus par an. C'est pas rien, c'est quelque chose de tout à fait sérieux, faut pas sous-estimer. Après, ce qui va être intéressant de savoir, c'est le coût de production, puisque le coût de l'énergie en Allemagne a été multiplié par 4 et que déjà le coût de production d'un obus de 155, souvenez-vous, au début du conflit, c'était les données, je crois que c'était la première fois que c'est sorti, c'était dans le New York Times, ça coûtait $6 000 pour un obus de 155 mm contre $600 pour un obus de 152 en Russie, qui est l'équivalent. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les coûts de production pour voir si l'Allemagne a réussi à faire mieux que ce qu'elle faisait jusque-là. Mais en tout cas, Rheinmetall est devenu un acteur fondamental. Rappelez-vous, en Roumanie, usine pour réparer les matériels qui sont fournis à l'Ukraine. Il y a également, je crois, une usine en Bulgarie, il y en a en Lettonie, il y en a en Lituanie. Alors, ce qu'on apprend dans l'article de Bloomberg aussi intéressant, c'est que l'usine qui devait être construite en Allemagne, pour l'instant, ne l'est pas. Alors, l'explication, c'est pour des raisons bureaucratiques. Je pense que c'est surtout à cause des frappes russes. Donc, construire une usine de munitions dans un pays où il n'y a pas un seul endroit où on peut être à l'abri des missiles russes, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, Rheinmetall est un acteur, je pense, devenu dangereux pour la paix en Europe, puisque évidemment il n'a plus aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête, notamment en Ukraine. Ils ont investi $1,5 milliard dans cette usine, et s'il n'y a plus de guerre en Ukraine, elle va beaucoup moins servir que s'il y en a encore une. Donc voilà, Rheinmetall inquiétant. Information de sources russes donc à vérifier. Le navire Simferopol, donc qui est un petit navire de reconnaissance, 1300 tonnes, ukrainien. Alors ils en ont plus beaucoup. Je rappelle, leur seule frégate, elle s'est sabordée tout au début de l'opération militaire spéciale. Aurait été détruit sur le fleuve Danube grâce à un drone naval russe. Et ce serait la première fois qu'un drone naval russe aurait réussi ça. Donc ça aussi serait un point intéressant de voir à quel point les Russes eux aussi se sont adaptés et finalement, comme sur les autres types de drones, ont largement dépassé ceux qu'ils ont copiés. Intéressant donc. L'armée de l'Ukraine a annoncé la nouvelle perte d'un MiG-29. Alors on ne sait pas trop où, a priori c'est vers Odessa, donc c'est-à-dire qu'il aurait été déployé pour être utilisé pour abattre les missiles russes qui sont envoyés. Et donc une nouvelle fois, un avion ukrainien a été détruit dans ce genre d'opération. Armement toujours, ça a été confirmé par Donald Trump, ça a été confirmé par J.D. Vance. Désormais, les États-Unis ne donneront plus un kopek, plus un cent à l'Ukraine, et ce sera à l'Europe de payer. Livraison d'armement, oui, mais c'est à l'Europe de payer. C'était le scénario que nous avions privilégié en cas de victoire de Trump à l'époque, et c'est ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les États-Unis auront la capacité industrielle de tout fournir, mais en tout cas maintenant les choses sont claires, et évidemment ça sera, quoi qu'il arrive, un accélérateur de la défaite ukrainienne, parce que les moyens de l'Union européenne sont limités. Dernière nouvelle sur l'armement, et oui, il y en a pas mal cette semaine, c'est un article très intéressant dans le journal italien Corriere della Sera sur les drones donc en Ukraine, et donc on y apprend des choses que nous avions dit, sauf que nous sommes un agent du Kremlin, alors que le Corriere della Sera ne l'est pas. Et donc il explique donc dans cet article que les Russes sont bien meilleurs en drones, notamment la portée des drones russes peut atteindre 25 km, quand pour l'Ukraine c'est 15, que les Russes produisent en masse, que les drones qui sont livrés par les pays de l'OTAN ne sont pas efficaces, ne fonctionnent mal. Et donc là, c'est vraiment la confirmation de la supériorité en drone dans tous les domaines de l'armée russe que nous évoquons maintenant depuis quelques mois. Et aussi un point important, c'est que les Russes, mais les Ukrainiens aussi, dépendent énormément des sous-ensembles chinois. Voilà, c'est la réalité. Encore une fois, accuser la Chine de soutenir l'effort de guerre russe, c'est absurde. Sans la Chine, il n'y a sans doute pas un seul complexe militaire industriel au monde qui peut fonctionner. La réalité, c'est ça. Terrorisme maintenant, bonne nouvelle, les otages russes donc de la région de Koursk qui avaient été kidnappés par les forces ukrainiennes et qui étaient retenus donc en Ukraine ont fini par être libérés. Donc on les voit, ce sont des personnes âgées. C'est sans doute ça aussi un des bons résultats malgré tout de ces négociations qui ont plus ou moins commencé à Istanbul et évidemment de la pression que Donald Trump met sur le régime de Kiev.
Terrorisme encore, interview dans The Times d'un bandériste, donc d'un chef bandériste qui s'appelle Sergei Sternienko, quelque chose comme ça, et donc qui explique que Poutine veut le tuer, comme si Poutine en avait quelque chose à faire de lui ou de Biletsky. D'ailleurs, lui aussi Biletsky a donné une interview dans la presse britannique où il explique qu'il est en gros l'ennemi numéro 1 de la Russie, que Poutine veut le tuer. Donc évidemment que Vladimir Poutine a autre chose à faire que de s'occuper de ces petites frappes bandéristes. Enfin bref, ce qui est intéressant dans l'interview qu'il a donnée, donc ce Sternenko, c'est qu'il explique que si Zelensky accepte les exigences russes, c'est sa mort politique et même sa mort physique. Donc ce qui est quand même pas mal, hein, c'est que donc dans un journal occidental, eh bien un terroriste en liberté, un bandériste ukrainien peut menacer le président ukrainien de mort. C'est tout de même assez exceptionnel ce modèle démocratique qui est vient. Empire du mensonge maintenant. Je remercie l'un de nos commentateurs sur Twitter de m'avoir donné la réponse à la question que je me posais. D'où vient ce mythe l'Ukraine qui peut s'effondrer, que Kiev pourrait être pris en 72 heures, donc au début de l'opération militaire spéciale. Comme je l'ai dit, et d'ailleurs personne n'a pu me trouver un seul extrait qui montre que ni Vladimir Poutine, ni aucun de ses ministres ou de ses chefs de guerre, et ni votre serviteur, on n'a jamais dit que Kiev pourrait tomber en 72 heures. Mais en fait, quelqu'un l'a dit le 5 février 2022, donc avant l'opération militaire spéciale, et c'était le général Miley, le commandant des forces américaines. C'est lui qui avait dit que si les Russes faisaient une attaque à grande échelle contre l'Ukraine, Kiev pourrait tomber en 72 heures. Et d'ailleurs, ce qu'il dit n'est pas faux. Si la Russie, effectivement, avait, au lieu de lancer 120 000 ou 160 000 hommes à la conquête de l'Ukraine, si elle avait lancé, je sais pas, 600 000, 800 000 hommes, comme il doit y avoir à peu près aujourd'hui, oui, Kiev se serait tombé vraisemblablement, ou en tout cas aurait été encerclé en 72 heures. En tout cas, ce qui était dit, c'était dans la bouche d'un général américain et certainement pas dans celle de Vladimir Poutine ou de ses généraux ou de ses ministres. Donc merci pour l'information. Et tout de suite, le moment bunker. Le moment bunker, eh bien, je remercie mon ami Joseph de m'avoir ramené de France ce truc-là. Le point, comment l'arrêter? Parce que Vladimir Poutine veut envahir l'Europe. Pas comment il va faire, mais en tout cas, il veut le faire et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors, il y a beaucoup d'articles totalement délirants, totalement éloignés de la réalité. Je ne vais pas tous vous les dire. J'en ai retenu évidemment un. C'est un de nos gamelins préférés, c'est Gamelin Goya. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça confirme l'analyse que nous avions faite il y a 2 mois, je crois, après une interview du ministre de la Défense, Le Cornu, sur Valeurs Actuelles, et dans lequel il disait que la ligne rouge, c'est pas l'abandon de certains territoires par l'Ukraine, hein, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. Et l'article de Goya, en fait, c'est ce qu'il dit. C'est ça, la préoccupation aujourd'hui de l'Occident collectif, c'est que l'Ukraine soit démilitarisée, c'est qu'elle ne soit plus un danger pour la Russie. Et donc ça veut dire qu'en fait finalement ils n'ont toujours pas compris, ils sont toujours dans le bunker et ils pensent que finalement ils vont pouvoir sauver une Ukraine militarisée, membre peut-être pas de jure mais de facto de l'OTAN, avec ce qu'ils appellent les procédures de réassurance qui correspondraient à l'article 5, hein, c'est ce qu'a dit Giorgia Meloni. Donc tout ça montre à quel point profondément ils vivent dans un monde parallèle et c'est général dans la presse française. En ce moment, comme évidemment il y a un refus d'admettre la défaite de l'Ukraine, hein, on est dans la phase encore de l'absence d'acceptation de la réalité, donc beaucoup d'hystérie, et donc chacun y va de son projet. Il y a également quelqu'un qui est intéressant, c'est dans Le Monde, donc je vous dis c'est général dans la presse française, où là on a Elie Tenenbaum. Donc Elie Tenenbaum, c'est un chercheur à l'IFRI, on en a déjà parlé, notamment c'est pas la première fois qu'il raconte n'importe quoi, je vous renvoie à Ukraine pourquoi la Russie a gagné, et là alors lui il est dans le délire le plus total, puisque il dit que oui, non, il faut envoyer des troupes, pas comme des troupes de maintien de la paix, mais des troupes capables de s'infiltrer et de faire une percée dans la ligne de front des troupes européennes. Donc voilà où en est la réflexion des militaires français, d'un institut qui conseille le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères. Que fait Thierry de Montbrial? Que fait Dominique David? Il est temps d'arrêter le massacre. À l'origine, l'IFRI, c'était quand même quelque chose de sérieux. Là, il faut et on se retrouve avec des Dominique Minnick, des Tenenbaum, des Thomas Gomard. C'est vraiment nullissime. Voilà.
Évidemment, on peut s'interroger sur le sens de tous ces mensonges que l'on lit dans la presse française. Pourquoi cet acharnement à vouloir que la guerre continue en Ukraine alors que beaucoup d'Ukrainiens vont mourir. Alors je comprends qu'ils soient contents que des Russes meurent, mais il y a beaucoup plus d'Ukrainiens qui meurent que de Russes. D'ailleurs, puisqu'on en parle, toujours dans le cadre de l'empire du mensonge, Kiev n'a pas démenti les informations sur les 1 700 000 morts ou disparus, qui ont été le produit d'un piratage informatique du ministère de la Défense ukrainien. On en a parlé la semaine dernière. J'ai toujours rien vu. Il n'y a pas eu de réponse de la partie ukrainienne. Donc pour l'instant, ça voudrait dire que c'est vrai, mais attendons encore. On leur donne encore 1 ou 2 semaines pour démentir les affirmations donc de ce groupe de pirates informatiques. Donc pour revenir à ce que je disais, quel est le sens de cette volonté de quelqu'un comme Goya, qui en plus se met à croire aux missiles magiques de l'Ukraine? Quelle est leur volonté que cette guerre continue le plus longtemps possible? Et je pense qu'il y a de l'orgueil en fait. C'est le péché d'orgueil. Et c'est vrai que Dourakovlev, c'est vrai que Goya, c'est vrai que Richou vont passer pour des idiots une bonne partie du reste de leur vie, parce que on va ressortir tout ce qu'ils ont raconté depuis 3 ans et demi. Voilà, et les gens le font déjà, et donc pour eux ça va être une immense humiliation. Et évidemment que l'humiliation sera totale si la Russie obtient toutes ces exigences, et notamment celle de la démilitarisation. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose sur lequel les négociations vont réellement être axées, puisque c'est la ligne rouge qui a été fixée par le Cornu, et c'est repris par tous les pseudo-experts comme Goya qui servent le régime d'Emmanuel Macron. Donc c'est assez terrible, parce que les conséquences, évidemment, humaines sont monstrueuses, alors qu'encore une fois, ils ont perdu la guerre. Admettez que vous avez perdu la guerre, nom d'un chien. Considération militaire générale maintenant, la question se pose désormais en Ukraine de manière plus ou moins ouverte, de savoir si on va mobiliser les moins de 25 ans. Il y avait d'ailleurs un article, comme par hasard dans Le Monde, qui interviewait un colonel ukrainien qui disait que c'était nécessaire, que ce serait pas populaire du tout, mais que ce serait nécessaire. Évidemment que si jamais il y a mobilisation des moins de 25 ans, Zelensky, là aussi ce sera sa mort politique. Et le problème aussi, c'est que si une loi était présentée pour permettre ça, ça provoquerait une fuite des jeunes Ukrainiens. Encore une fois, les jeunes Ukrainiens ne veulent pas mourir pour l'entité bolchevique ukrainienne. Ils ne veulent pas mourir. Et un pays pour lequel sa jeunesse ne veut pas mourir est un pays qui n'existe pas. Il y a un contrat très bien payé qui a été proposé depuis plusieurs mois aux jeunes Ukrainiens. Eh bien, je crois qu'il y en a 500 qui ont signé, quelques centaines. Alors qu'en Russie, tous les mois, c'est des dizaines de milliers de volontaires qui s'engagent. Donc, parce que la Russie existe, parce que c'est une vraie nation. L'Ukraine est une fausse nation. C'est une prison de plein de peuples différents et qui ne veulent pas mourir pour ce truc. Voilà, pour le régime de Kiev. Donc, en attendant, il y a une loi qui a été prise qui autorise maintenant les 18-22 ans à quitter l'Ukraine. Donc l'idée, c'est d'empêcher les moins de 18 ans, parce qu'en fait, toutes les familles, dès que le jeune arrive à 17 ans, eh bien, ils le font quitter le pays, pour pas qu'il aille mourir pour Zelensky et Emmanuel Macron. Donc c'est pour finalement inciter les jeunes à rester, et peut-être les inciter à rentrer. Alors moi, je vous dire, le résultat, à mon avis, va être catastrophique pour Kiev. Et tant mieux, c'est que énormément de jeunes vont en profiter pour s'enfuir. En revanche, c'est l'autorisation pour les 18-23 ans, c'est-à-dire que les 23-25 ans, eux, ne peuvent pas sortir du territoire. Donc ça veut dire que si jamais il y avait une mobilisation, ce serait sur cette classe d'âge-là. On va bientôt être fixé. De toute manière, si jamais il n'y a pas cette mobilisation, je vois pas comment le régime de Kiev peut tenir les effectifs et tenir le front tout simplement. On va le voir, c'est la catastrophe. Puisqu'on parle de ressources humaines, eh bien le maire Sobyanin a fait une déclaration qui m'a même moi surpris, c'est-à-dire que sur les troupes russes qui sont présentes donc sur le front, eh bien donc aujourd'hui on sait pas trop, c'est entre 600 800 000, on sait pas trop, mais il y a 90 000 moscovites. Donc ça, d'ailleurs, ça casse le mythe comme quoi c'est que les régions éloignées, pauvres, russes qui s'engagent pour combattre, parce que finalement il y a 90 000 moscovites. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà, ce qui prouve bien que en fait il y a un grand mouvement patriotique en Russie et que parce que ce combat est existentiel pour la Russie et il s'agit d'aller sauver les Russes qui sont emprisonnés dans cette espèce d'énorme camp de concentration qu'est devenu l'Ukraine du régime de Kiev. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Les Otano-Kieviens ont frappé sur la ville de Rostov. Donc là, visiblement, c'était des objectifs civils.
Et ils ont frappé également dans la région de Krasnodar sur des objectifs pétroliers, des raffineries. Voilà. Donc il y a eu quelques images spectaculaires, mais encore une fois, ça n'a pas l'impact que l'on voudrait nous faire croire. Les Russes, eux, évidemment, ne sont pas en reste, donc ça a bombardé, une fois de plus, sur toutes les infrastructures du pays, notamment en plein centre sur un nœud ferroviaire extrêmement important. Les voies de transport sont de plus en plus attaquées par les Russes, hein. Donc les ponts, on l'a vu, et les voies ferrées, puisque c'est un moyen logistique essentiel pour le système de guerre otano-kievien. Les Russes ont également, dans la nuit de mercredi à jeudi, frappé largement sur Kiev, avec des tirs extrêmement précis, visiblement sur des entreprises du complexe militaro-industriel kievien. Donc frappe très efficace, et le système de défense kievien est totalement dépassé. Intéressant aussi, les Russes ont frappé donc au nord de la ville de Kherson pour interdire l'accès à la ville de Kherson, donc grâce à leurs drones. Donc on l'a dit, les Russes ont des drones qui peuvent frapper à jusqu'à 25 km, et donc à partir de la rive gauche du Dniepr, eh bien, ils interdisent l'accès par cet axe à la ville de Kherson, ce qui devrait, à terme, si ça continue, obliger les otano-kieviens à tout simplement évacuer la ville de Kherson. Quel est le but des Russes? Encore une fois, on ne le sait pas. Est-ce que le but c'est d'attirer les réserves ukrainiennes, ou c'est réellement de lancer une opération de franchissement du Dniepr? L'avenir nous le dira. Du côté du Dniepr toujours, sauf que cette fois c'est dans la région de Zaporozhye, les Russes continuent leur offensive vers la ville de Zaporozhye, et donc ont définitivement nettoyé la localité de Plavne ici, et avancent plein nord, donc vers la ville de Zaporozhye. Les Kieviens ont prétendu qu'il y avait eu quelques contre-attaques donc de ce côté-là, mais je crois que c'est faux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'en fait, beaucoup des contre-attaques qui sont annoncées par le régime de Kiev, y compris par des médias cartographes ukrainiens qui étaient plutôt crédibles comme Deep State, eh bien, on ne peut plus leur faire confiance, en fait. Des localités qu'ils annoncent prises ou des contre-attaques qui auraient réussi, en fait, ce sont souvent les infiltrations de petits groupes qui se font prendre en photo avec un drapeau et qui ensuite, après soit se font encercler, soit repartent en courant dans l'autre sens. Donc on va être très très prudent maintenant avec les sources ukrainiennes. Donc dans le front sud-ouest, les progressions russes continuent. Les Russes se sont emparés de la localité de Georgievka, de Zaporozhye ici, et ont pénétré à l'intérieur de Komeshuvavka. La localité serait sur le point de tomber. Ils ont également progressé toujours à l'intérieur de la région de Dnipropetrovsk et ont pris la localité de Voronezh ici. Sur cette ligne-là, les choses ne sont toujours pas très claires. Il y a eu des contre-attaques ukrainiennes, mais leurs résultats ont été largement exagérés. Les Russes se sont de plus emparés au nord de Fili, à cet endroit-là. La prise de Fili devrait permettre à terme de prendre la première grande localité à l'intérieur de la région de Dnipropetrovsk, c'est-à-dire Novopavlovka, à cet endroit-là. Du côté du front de Pakrovsk, les choses continuent également dans le bon sens pour les Russes qui ont définitivement nettoyé la localité d'Udachnoye ici et celle de Kotlino ici. Et la question se pose aujourd'hui de savoir s'ils ont pris cette fameuse mine de charbon à coke qui est le dernier finalement bastion pour les otano-kieviens avant que les Russes puissent avoir accès physiquement sur la dernière grande route d'approvisionnement qui est déjà sous le contrôle des drones russes, mais qui pourrait finalement être fermée physiquement, ce qui scellerait le sort de la ville de Pakrovsk, où les choses vont très très mal pour les otano-kieviens, malgré les pseudo contre-attaques otano-kieviennes. Les Russes renforcent leur position vers Mirnograd à cet endroit-là, du côté de Liman ici, et on a observé une pause dans la percée russe à cet endroit-là, donc ce qui confirme bien d'ailleurs que les contre-attaques otano-kieviennes ont échoué. Ce qu'essaient de faire les Russes là, c'est d'enfermer dans un chaudron les otano-kieviens présents dans les localités de Toretsk et de Charkovo à cet endroit-là. Du côté de Konstantinovka, les Russes avancent bien puisqu'ils ont pris Klebanbuk, donc on peut considérer que désormais toutes les troupes otano-kieviennes encore présentes à cet endroit-là sont dans un chaudron et qu'ils vont tous soit se rendre, soit être détruits. Les Russes se sont emparés de Nelopovka à cet endroit-là. Plus au nord, les Russes sont en train de nettoyer les zones forestières au nord de la rivière Donetsk, ici. La situation est très critique pour les otano-kieviens et ils continuent à avancer vers Liman, donc à partir de Kolodiazy, ici. Donc la bataille de Liman est imminente. Et là aussi, de l'autre côté de cette rivière, les Russes se sont emparés
de cette localité de Séridénié, à cet endroit-là. Plus au nord encore, dans la région de Kupiansk, les Russes consolident leur position. Ils sont rentrés au nord de la ville de Kupiansk, ils arrivent à faire des incursions jusqu'au centre, et surtout il y a une menace d'un énorme chaudron qui enfermerait non seulement la ville de Kupiansk, mais également les troupes otano-kieviennes encore présentes ici. Sur le reste de la ligne de front, la situation est plutôt stabilisée. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 28 août 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. On en a besoin pour que vous nous suiviez. Merci beaucoup. Vous avez entendu mon appel sur les dons. Continuez. On en a besoin. Et différents moyens. PayPal, Patreon, Tipeee, Telegram payant. Voilà, en tout cas, les nouvelles, vous avez vu, sont bonnes à tous les points de vue. Donc, courage. On les aura.